Huguette Bouchardot, bonjour. La campagne maintenant officielle est bien engagée et vous êtes amené à présenter chaque jour vos propositions sur des thèmes divers. Vous en avez choisi 3 aujourd'hui qui sont l'agriculture, le tiers-monde et le désarmement. Alors je voudrais vous poser une première question. Pourquoi ces 3 thèmes ensemble? Quel est le lien que vous faites entre ces 3 sujets? Le lien entre ces 3 sujets, agriculture, désarmement, tiers-monde, il est très simple. C'est le lien entre les problèmes de la survie et les problèmes de la mort. Aujourd'hui, l'agriculture, qui produit notre nourriture, c'est ce qui peut vraiment nous aider à survivre. Et de la manière dont se fera la gestion de l'agriculture dépendra aussi le bien-être, le mieux-être de l'avenir. Seulement, en même temps que des gens travaillent pour nous nourrir, il y en a d'autres qui accumulent des forces de mort. Et pendant que, dans cette année 79, l'année de l'enfance, mouraient 12 millions d'enfants dans le monde, pendant ce temps-là, eh bien, on accumulait de quoi tuer 5 fois de suite l'humanité entière par l'armement nucléaire. Alors vous voyez, le lien, il existe vraiment. Oui, alors des gens qui travaillent pour nourrir les autres, vous en avez amené 2 avec vous sur ce plateau. Je vais vous demander de me les présenter. Alors il s'agit de Bernard Lambert, qui est syndicaliste paysan, bien connu je crois, et puis Marie-Jo Maté, qui est agricultrice sur le plateau du Larzac. On va commencer avec Monsieur Lambert. Alors Bernard Lambert, vous êtes un paysan, un vrai paysan. Vous êtes un paysan qui travaille la terre. Vous n'êtes pas seulement un syndicaliste qu'on trouve dans les bureaux parisiens. Vous êtes vraiment un agriculteur installé dans l'Ouest. Alors parlez-nous un peu de la condition des agriculteurs en France aujourd'hui en 81. Oui, tout d'abord une précision. Je ne suis pas adhérent au PSU et le syndicat auquel j'appartiens n'est pas la courroie de transmission d'un parti politique. Les Polonais nous ont prouvé d'ailleurs qu'il ne fallait pas s'engager dans cette voie. Mais ceci étant dit, l'ouverture et la prise de parole qui est permise aujourd'hui, je l'apprécie très très fortement. Mais je suppose que si vous êtes là, c'est sans doute que vous êtes quand même assez proche des positions du PSU, au moins sur le programme agricole. Je voudrais bien que les partis de gauche fassent la même ouverture. Alors parlez-nous un peu de la situation, par exemple, d'un jeune paysan aujourd'hui qui doit commencer à s'installer, qui doit démarrer dans cette profession. Alors il faut bien voir que le jeune qui s'installe est obligé de suivre un certain itinéraire. S'il n'est pas venu au monde tout habillé, riche, il doit, pour commencer, emprunter. Il ne peut pas s'installer autrement. Il va voir la banque, le Crédit Agricole, qu'on appelle à tort mutuelle, qui n'est qu'une banque, c'est la première du monde d'ailleurs, et la banque lui impose directement une surface minimum, un type de production, et des contrats avec une firme, qu'il s'agisse de coopératives d'ailleurs ou de firmes privées, ne change rien. Et il entre forcément dans la mécanique. Dans une mécanique qui fait qu'il sera même dépossédé de la direction de son travail. Il lui faudra produire comme lui indiquera la firme, et il aura le revenu qu'on voudra bien lui laisser. Vous voulez dire que l'image du paysan, maître sur ses terres, maître dans son champ, est une vieille image périmée. Seul maître à bord après Dieu, ce n'est sûrement ni vrai pour les paysans ni pour les marins. Je pense que c'est totalement fini, on est entre les mains du monde de l'argent. Vous avez l'impression d'une profession étranglée par le crédit, par les firmes agroalimentaires, par... Absolument, et je prends un tout petit exemple qu'on pourrait développer plus. Lorsque les paysans ont été condamnés pour gagner tout simplement leur vie et péniblement, ça n'empêchait pas un certain nombre de faire faillite, de mettre des hormones dans les veaux. Ce qui donnait une marchandise douteuse à tout point de vue et dangereuse. Un exemple dont tout le monde se souvient. Et c'est nous-mêmes qui l'avons dénoncé en portant plainte. Lorsqu'ils ont été amenés à faire cela, ce n'est pas qu'ils voulaient polluer, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de revenus, ils avaient des pertes quand ils ne faisaient pas ce qu'on leur ordonnait de faire. Huguette Bouchardot, je suppose que vous faites à peu près la même analyse du phénomène paysan actuellement, mais il vous appartient en tant que candidate de dire si vous avez des propositions à faire pour que ça change. Dans le domaine. Bien sûr. Écoutez, j'écoute de temps en temps, j'entends avec assez de stupéfaction ce que j'entends dire sur le monde agricole. J'entends dire que on continuerait de voter plus à droite qu'à gauche
dans le monde C'est agricole. ce que disent les statistiques. Hein. Et pourtant, je voudrais simplement parler là aux gens qui vivent dans les conditions que vient de décrire Bernard Lambert. C'est vrai que ça me paraît impossible qu'on continue d'accepter les conditions qui sont faites et que le minimum, c'est qu'il y ait un revenu sûr, décent, pour tous ceux qui vivent du travail de la terre. Quand je dis ceux, j'entends aussi celles, parce que aujourd'hui, les femmes partagent le travail des hommes dans l'agriculture. Mais la plupart du temps, les femmes agricultrices n'ont pas de statut. Elles ne sont que conjointes d'un exploitant agricole. Mais en même temps, je voudrais dire que l'essentiel, Bernard Lambert vient de le souligner, c'est que l'agriculteur puisse d'abord avoir la maîtrise de son outil de travail, la terre. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que l'agriculteur sera forcément propriétaire de la terre. Les agriculteurs ne demandent pas cela. Mais ils demandent, c'est ça. Alors il y a justement là, parmi vos invités, une jeune femme qui fait partie de ces gens dont on essaye de leur retirer leur outil de travail. Vous êtes une paysanne du Larzac, et le Larzac, tout le monde se souvient. Auparavant, Bernard Langlois, oui. Excusez-moi, mais vous m'avez interrompu là, mais je voudrais quand même ajouter autre chose. Je vous en prie. Parce que je viens de parler des agriculteurs, il faut parler des produits qu'ils font. Vous savez que beaucoup d'agriculteurs ont honte aujourd'hui de ce qu'ils sont obligés de produire. Et que vraiment produire des animaux bourrés d'hormones ou bourrés d'antibiotiques, des légumes bourrés de nitrates, eh bien, ça n'est pas les agriculteurs qui désirent le faire. Au contraire. Et je pense qu'il leur faudrait pouvoir travailler moins au rendement pour pouvoir produire une nourriture de qualité à laquelle nous, consommateurs, nous sommes intéressés. Je suis sûr que personne ne s'en plaindrait, effectivement. Marie-Jo Maté, vous êtes donc agricultrice au Larzac. Alors le Larzac, on en a beaucoup entendu parler au cours des dernières années. C'est un plateau dans le sud de la France, un COS. Et ce COS vous est disputé par l'armée française, qui veut étendre son champ de manœuvre. Depuis 10 ans, oui. Oui, alors on en a beaucoup parlé dans les années 70, on en parle un peu moins maintenant. Quelle est la situation actuellement sur le Larzac? Eh bien, la situation actuelle, c'est qu'on est tous expropriés. L'armée est propriétaire, mais nous sommes tous agriculteurs encore, nous restons, nous ne céderons aucun hectare à l'armée. Quand vous dites tous, c'est combien de personnes actuellement? 103 personnes. Toujours 103? Toujours ouais. 103, on est agriculteurs, il y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui sont revenus. On a remis en état des terres, on les a recultivées, on a retapé des vieilles bergeries, les bergeries sont à nouveau occupées par des brebis, les villages sont à nouveau occupés. On a aussi construit une bergerie, personnellement, nous avons construit une bergerie et nous ne sommes pas prêts à la laisser à l'armée pour faire des hangars à engins militaires. Alors si je comprends bien, on est dans une situation juridique assez curieuse. Sur le papier, il n'y a plus de paysans du Larzac, ils ont été rayés, ils sont expropriés. Oui. Et en fait, vous êtes toujours là et vous continuez à vous frotter aux militaires tous les jours. Alors comment ça se passe sur le terrain? Eh bien, sur le terrain, dernièrement, il y a les militaires, ils se sont approchés un peu trop près de Montredon, qui est un village qui leur appartient, c'est vrai, où ils sont propriétaires de toutes les terres. Mais nous sommes tous venus, les paysans, et nous avons raccompagné les chars militaires dans leur camp militaire. C'est-à-dire que il y avait 10 chars, ils sont repartis et ils sont retournés dans leur camp militaire. Et le jeep du colonel aussi, qui d'ailleurs est rentré dans une voiture de paysans et s'est sauvé. Alors on a demandé aux gendarmes qui étaient là de faire un constat de délit de fuite. Je ne sais pas si ça marchera. Bernard Lambert, vous n'avez pas de problème, vous, avec l'armée dans l'Ouest? Non. Mais vous êtes solidaire de la lutte des paysans du Larzac? On pense que la terre a un but précis, c'est celle de nourrir les hommes. Et on pense que l'accaparement par l'armée, avec les usages meurtriers qu'elle en fera, soit pour l'ennemi de l'extérieur, soit pour l'ennemi de l'intérieur, ne nous convient pas du tout. Vous avez l'impression que, Marie-Jo, que l'armée dépense beaucoup au Larzac? Oui, tous les jours on les voit. Les chars militaires s'amusent à défaire les murettes sur le plateau. Ils foncent dedans. Toute cette énergie qui est dépensée, les hélicoptères nous survolent sans arrêt. Tous les matins, souvent toute la matinée, il y a des tirs. Tout ça, c'est de l'argent qui part en fumée. Quand on nous parle qu'il n'y a pas d'argent pour faire des crèches, des équipements collectifs, pour l'éducation nationale, qu'il n'y a pas d'argent pour des gens qui ne sont pas titulaires. Bon. Moi, je pense que... On en vient là, un petit peu, Huguette Bouchardot, au deuxième thème de cet entretien. C'est celui de la défense nationale. Le gaspillage de l'armée, tel que le dénonce Marie-Jo. Est-ce que c'est vraiment un gaspillage? C'est bien une défense nationale, non?
Eh bien, vous vous souvenez, Monsieur Bernard Langlois, de l'émission qu'avait faite le président Valéry Giscard d'Estaing pour nous présenter la force de frappe française. Il nous avait montré que du bout de son index, il pouvait appuyer sur le bouton fatidique et qu'à ce moment-là, les mirages partiraient dans une direction, les fusées du plateau d'Albion partiraient dans une autre, que les missiles placés sur les sous-marins atomiques allaient partir dans tous les sens et que, en 10 minutes, on allait atteindre des villes au-delà des frontières de l'Union soviétique. Et moi, je me suis dit, mais vraiment, où en sont-ils les Français pour accepter une démonstration de ce genre? Parce que si en 10 minutes, le président de la République peut ainsi décider d'envoyer une force de mort capable d'aller tuer, ce sont les chiffres, 2 millions de personnes, eh bien, dans le même temps, alors vraiment, je crois qu'en 10 minutes, celles qui suivront, la France risque d'être transformée en un glacier nucléaire. C'est tout le pari de la dissuasion. C'est le pari qui a été fait par l'armée française et par l'État français. Oui, c'est-à-dire nous pourrons causer des morts qui seront dissuasives aux autres pays pour nous attaquer. Alors vous êtes contre l'armement nucléaire. Mais dissuasive de quoi? Parce que vraiment, pour dissuader, il faut avoir la force suffisante. Mais notre force de frappe française est très inférieure aux forces de feu qui existent aujourd'hui aux États-Unis et en Union soviétique. Moi, je me dis même de temps en temps que s'il y a tellement de candidats à l'Élysée, c'est peut-être bien que c'est le seul endroit en France où il y a un abri anti-atomique par-dessous. Alors, vous voyez, non. Donc vous êtes pour le désarmement nucléaire et vous seriez d'accord pour que la France, unilatéralement, commence à désarmer? Oui, c'est cela. Moi, je pense... Vous êtes seul à penser comme ça, pratiquement. Peut-être. Nous sommes peut-être les seuls à penser cela dans la gauche. Ce ne serait pas la première fois que le PSU serait le seul, à un moment, à penser juste et que les autres suivraient ensuite. Écoutez, aujourd'hui, je crois d'ailleurs que ça n'est pas du tout une position utopiste, irréaliste. Au contraire, il y a en Europe suffisamment de force pour faire une alliance différente, une alliance internationale pour le désarmement nucléaire en Europe. Le Parti travailliste anglais, la gauche du Parti socialiste allemand, des forces en Suède, en Norvège, en Autriche, sont aujourd'hui favorables à ce désarmement nucléaire en Europe. Alors tout le problème du désarmement, c'est de savoir par où on va commencer. Nous disons, un pouvoir de gauche en France devrait chercher à commencer ce désarmement. Et d'ailleurs, il y aurait là une possibilité d'accord, pas seulement en Europe. Il y aurait une possibilité d'accord dans les pays autour du bassin méditerranéen et avec des pays du tiers-monde qui aujourd'hui, vous le savez, passent 14,3% de leur produit national brut à des dépenses d'armement. On va venir tout de suite au tiers-monde, Huguette Bouchardot, mais je voudrais quand même que vous nous précisiez un petit peu quel type de défense nationale vous envisagez pour la France. Si vous lui retirez l'arme nucléaire, si vous supprimez les crédits à l'armée de métier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend tout nu qu'un éventuel agresseur envahisse le territoire? Eh bien non. Mais simplement, évoquons l'exemple de la Yougoslavie. C'est un petit pays. Et en 48-49, ce pays a su, avec une défense populaire, sans la hiérarchie de nos armées, résister à la menace de forces qui l'enserraient. Et puis aujourd'hui, et je trouve encore cela meilleur, il y a en Pologne des gens qui, aux mains nues, simplement par la grève, par la mobilisation populaire, sont capables de dire non à des chars qui sont déjà sur leur territoire. Vous voyez, je crois que défense populaire, ça veut dire quelque chose et que ce serait vraiment une alternative à cette accumulation de morts qui nous coûte si cher. Et qui coûte cher au tiers-monde. Nous en venons maintenant au troisième volet, puisqu'effectivement, une bonne part des budgets de l'État des pays en voie de développement passe à acheter des armes, à acheter des mirages, à acheter des bombes. Alors là, je crois que vous avez aussi beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Le tiers-monde, nous avons des contrats avec lui, des contrats d'échange. Mais ces contrats d'échange, ce sont des contrats qui appauvrissent le tiers-monde au lieu de l'enrichir. Pour aller vite, un exemple, le Sénégal, nous avons supprimé dans les pays d'Afrique des cultures qui servaient à la nourriture de tous les jours, à la subsistance. Et pourquoi? Pour leur demander
d'exporter chez nous des haricots verts en plein hiver, ou pour leur demander de faire de l'arachide, parce que l'arachide, c'est notre beefsteak pomme frite. L'arachide, ça sert à nourrir nos bovins, ça sert à faire notre cuisine. Et par contre, là-bas, on en est à ne plus avoir de quoi se nourrir. Bernard Lambert, on peut imaginer un autre type de relation entre les agriculteurs des pays développés comme la France et l'agriculture du tiers-monde? Je le crois, mais je crois surtout qu'en exploitant très fortement les uns, on fait disparaître les autres économiquement. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est tous les jours. Des firmes comme Menviande Socopa, par exemple, n'hésitent pas à importer d'Argentine de la viande qui ne coûte rien, et ça ruine les paysans d'ici. Parce que là-bas, les péons, les ouvriers agricoles, on les paie à coups de fusil. Fusil français, bien sûr. C'est vrai encore pour des problèmes comme le lait. Yoplait, Nestlé commencent à implanter des productions à l'extérieur sur la base de la main-d'œuvre qui ne coûte rien. Comme pour le textile. On transfère les productions, les légumes, même en pleine saison, c'est ce qui est en train de se passer. Où je réagis très fort en tant que paysan, c'est que je sais que ça tuera d'autres paysans. Cette main-d'œuvre payée 1 franc de l'heure, elle n'a plus la production, puisque elles sont occupées à des productions d'exportation, la production qui servait à sa nourriture, et la faim augmente. Et à sa vie quotidienne. Et c'est ça la politique du capitalisme et de l'argent. On va demander à Huguette Bouchardot de conclure cette émission parce que l'heure tourne. Huguette, alors, résumons-nous, vous avez choisi ces 3 thèmes, vous pensez que c'est important qu'on pose ces problèmes-là sur la place publique, pourquoi ? Après tout, on pourrait se dire que le tiers-monde, ça ne nous concerne pas tellement, ou que la défense, oui, c'est bien un problème sûr, de je sais spécialistes. bien, le tiers-monde, ça ne nous concerne pas tellement. On a nos pauvres, on a nos chômeurs. On en est à une élection présidentielle, on ne va pas regarder trop au-delà de nos frontières. Et puis, à quoi bon parler des travailleurs immigrés, par exemple, que le tiers-monde est obligé d'envoyer travailler chez nous, puisque eux, ils ne votent pas. Eh bien, moi je pense non seulement à notre génération, à nous, je pense à la génération de nos enfants, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils regarderont avec un peu de recul une campagne électorale comme celle de 1981, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils se demanderont avec effarement pourquoi nous parlions tellement de questions comme la durée du septennat, alors qu'eux étaient en train de mourir de faim tant d'hommes, de femmes, d'enfants, et qu'on enfouissait dans le sol tant de bombes.